Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait de télépilote. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui donc, dans ce nouveau numéro où on parle généralement des passions, du métier de télépilote en lui-même, des difficultés rencontrées, je reçois Julien qui a un parcours assez atypique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Donc moi c'est Julien, donc 30 ans, anciennement boulanger-pâtissier et donc aujourd'hui je suis en reconversion professionnelle et en tant que télépilote de drone pro. Boulanger à télépilote, c'est pas la porte à côté. Non. Comment c'était venu à l'idée de faire cette reconversion? En fait, moi j'ai eu une maladie professionnelle qui s'est déclenchée au fil des années. Au fil des années du métier et il a fallu que je retrouve une reconversion rapide. Tu pouvais pas continuer dans cette voie-là? Non, handicap total au niveau du métier. Ouais. Donc voilà, faut trouver autre chose. Ok. Et donc du coup, pourquoi télépilote? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait avant? Ou est-ce que tu as vu quelque chose dans tes recherches? Comment ça t'est venu? Non, le drone m'a toujours intéressé. J'avais jamais franchi le pas. Et là, typiquement, c'était l'occasion, en fait. J'ai été suivi aussi par un organisme de reconversion qui m'a aidé à trouver la voie qui me correspondait. Donc, ça m'a dirigé vers télépilote. En plus, il y a une formation très rapide comparée aux autres métiers plus classiques, on va dire. Donc c'est ce qui a aussi influencé le choix de télépilote. Après, c'est vrai que moi, j'adore tout ce qui est un peu technologie, console, jeux vidéo, tout ça. Donc, c'était un peu dans ce monde-là. Et voilà, il a juste fallu que je passe le pas, en fait. Comment ça s'est passé justement cette transition, c'est-à-dire le fait de passer à quelque chose que tu connais pas du tout? Alors, tu dis la formation est rapide. Ouais. C'était quoi tes appréhensions en arrivant dedans? Et au final, là, quand on ressort un tout petit peu après, là, maintenant que tu fais des missions, etc., comment tu as vécu cette transition? Clairement, la transition est pas simple, hein. On passe d'un métier qu'on fait depuis 15 ans à un métier qu'on ne connaît pas du tout au début. Donc la partie formation te permet de voir si ça te correspond vraiment, les difficultés, parce que c'est vrai que le drone, on se dit photo, vidéo, c'est super, c'est joli et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Et puis en plus de ça, quand on veut en vivre pleinement, la photo vidéo, clairement, ça suffit pas. Donc toi, ce qui t'a intéressé, c'est de ne pas faire de la photo et de la vidéo, c'est de faire autre chose. En proposer évidemment, mais le but c'est quand même de se diversifier un maximum et d'ouvrir le drone aux métiers qui ne l'utilisent pas encore ou très peu. Tu voles sur quoi actuellement là? Donc moi j'ai un drone de pulvérisation en captif, donc avec un tuyau qui est relié à de l'eau, à un produit. Un C5? Ouais, un C5. Et donc pour tout ce qui est pulvérisation sur serre agricole, sur toiture, Blanchiment, nettoyage de ouais, champignons, etc. Tout ça. c'est ça, exactement. Donc c'est très spécifique, mais pour se reconvertir et en vivre, il faut, je pense, développer cette partie-là. T'as un autre drone aussi, non? T'as un Mavic 3? Ouais, j'ai un Mavic 3 thermal qui lui est plus spécialisé dans l'inspection, notamment thermique. Donc c'est pareil, c'est pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques, champs solaires, inspection de bâtiments, d'immeubles, tout ça. Donc pareil, là, tu as dû... parce qu'en plus, là, c'est plein de facettes différentes. Ouais. Il n'y a plus que le côté pilote, de drone, images, etc. Donc tu as dû également aller chercher autre chose pour vraiment aller dans des choses spécifiques. Donc tu as dû aller regarder des documentations, aller faire de la formation, aller faire des choses comme ça. Ouais, c'est clair, il y a beaucoup d'heures de visionnage de vidéos sur Internet. Après, c'est des choses qui se font dans le monde entier, de plus en plus, avec de plus en plus de demandes. Donc nous, en Calédonie, c'est vrai que c'est des choses qui se font très peu. Calédonie ou en France, hein, ça commence, il y a une émergence qui arrive. Mais c'est vrai que par rapport à l'Australie, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, au Canada aussi, ouais, tout à fait, on est beaucoup plus en retard sur certaines choses. Ouais, tout à fait. Clairement. Après, c'est vrai qu'au niveau des réglementations, on n'a pas les mêmes forcément que tous ces pays-là. C'est différent partout. Voilà. C'est différent partout. Mais c'est intéressant de regarder. Ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un épisode qu'on aura vraiment sur les différents pays du monde. Mais oui, c'est vrai que la réglementation, elle est un peu particulière. Elle est ce qu'elle est. On a reçu la police nationale, etc.
qui nous a parlé des missions, des contrôles. Donc toi, tu as commencé ton activité il y a combien de temps à peu près? Donc moi, j'ai commencé l'activité, vraiment le début des missions il y a 2 mois à peu près. C'est clair qu'au début, c'est pas évident, hein, c'est pas l'Eldorado, c'est sûr. Donc il y a un gros travail de communication à faire, à prévoir. Ouais, bah oui. Alors la question que j'ai envie de poser, c'est, du coup, tu as commencé il y a 2 mois, mais ta formation, tu l'as passée quand? Ma formation, je l'ai passée en décembre 2023, voilà. Donc ça fait 1 an et demi presque. Ouais. Donc ce temps-là, en fait, ça vient en fait tout simplement de la création de la société globalement. C'est vrai qu'on a eu des soucis ensuite qui ont retardé les livraisons de drones, au niveau bancaire aussi. Donc on a perdu un peu de temps sur ça. Mais clairement, il faut compter au moins 1 an, quoi. Le temps de créer de sa société, d'avoir les financements, d'avoir tout ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Une bonne année si on va vite. Ouais. C'est déjà pas mal, c'est que c'était un travail qui a été mûri, tu as pris le temps de réfléchir. Donc, clairement, entre aujourd'hui et le début du projet, quand je me renseignais sur les vidéos, tout ça, c'est une bonne année et demie facile, quoi. Ça demande quand même pas mal de temps, en tout cas, pour se spécialiser dans ce genre de choses. 1 an et demi pour la préparation, 2 mois. Du coup, tu t'es déjà fait contrôler dans ce laps de temps? Ouais, je me suis déjà fait contrôler. Première mission déclarée ou presque. Donc, un peu surpris, hein. C'est un peu impressionnant pour la première fois et le premier vol en plus. Donc, je me suis fait contrôler par la BGTA, qui, en fait, moi j'étais sur une mission d'inspection de pont que je faisais avec un ami qui, lui, est géologue. Donc dans tout ce qui est études de terrain, tout ça, donc, et notamment les ponts. Donc on faisait ça ensemble pour m'entraîner, en fait, tout simplement. En gros, c'était une première mission commerciale, mais c'était un échange entre vous pour toi tu puisses t'entraîner, et lui, ça lui permettait d'avoir quelque chose. C'était pas rémunéré, mais voilà, c'était en fait une première condition réelle, en fait, tout simplement, une première condition de mission en réel, et donc la BGTA m'attendait sagement. De pied ferme. Voilà. Alors pourquoi il t'attendait? C'était un pont en dehors de l'agglomération, c'est ça? C'est un pont hors agglomération. En dehors d'une zone urbaine. Ouais, c'est ça, mais avec beaucoup de passages sur une route importante. Donc voilà, au niveau de la déclaration, parce que j'ai fait une déclaration sur Flyby, donc avec les restrictions données, tout ça. Ouais. Donc en hauteur de vol, je ne devais pas dépasser la hauteur de la route. Donc ça, il n'y avait pas de souci, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le dessous, les pylônes et tout ça. Donc voilà. Ok. Et du coup, pourquoi la BGTA est venue? Parce qu'il y avait quelque chose qui touchait... il y avait un espace aérien qui était prêt, ou il y avait un aérodrome, où il y avait quelque chose? Un espace aérien proche, même si le pont était en dehors de cette zone. En dehors de cette zone. Tu étais à la limite. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils sont venus te contrôler pour la première fois. C'est ça. Comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, c'était la première mission, c'est vraiment atypique pour le coup. Tu as vraiment t'as le combo. Hein, voilà. Comment ça s'est passé? Et donc en fait, ils m'ont appelé une petite demi-heure avant l'heure de départ que j'avais fixée sur la mission Flyby, pour savoir si si la mission était toujours prévue. Donc ils m'ont prévenu qu'ils seraient là et tout ça, donc il n'y avait pas de souci en soi. Donc je suis arrivé sur place, donc on s'est présentés tous. Moi j'ai fait ma mission de mon côté, eux sont restés un peu en retrait pour observer. Et donc après, une fois la mission terminée, on a fait un petit débriefing sur la mission, sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et du coup, pour ta première mission, en plus, il y avait le stress en plus, etc. Qu'est-ce qui allait pas? En gros, ce qui allait, en termes de sécurité, ça allait parce que j'avais bien fait la déclaration avec la bonne hauteur, pas de survol de route ni de personne. Tu avais bien pensé à la sécurité. Ouais, au niveau de sécurité, ça allait. Après, là où il y avait des petites remarques, c'était surtout au niveau, environnement, zone de balisage. Parce qu'en fait, moi, j'attendais mon matériel. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai fait la mission sans avoir tout mon matériel qui était dans le bateau. Ouais. Donc, c'est vrai que il aurait fallu que j'attende, clairement. D'avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est super important comme expérience, et parce que quand on commence, généralement on se dit je vais faire
des petits tours de chauffe sur ci, des petits tours de chauffe sur ça, généralement. Alors qu'au final, ce que demande l'autorité, c'est qu'en fait, ne commence pas tant que tu n'as pas tout le matériel réuni à ta disposition, etc. Même si c'est des vols d'entraînement en dehors d'une zone urbaine, en dehors de l'agglo, avec des petits drones d'entraînement, etc. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur des missions commerciales où il y a la sécurité, où tu es susceptible de te faire contrôler, c'est vrai qu'ils demandent d'avoir tout l'équipement d'un coup. Sûr, et bon, pas de peau, parce que du coup, toi, c'était pour t'entraîner en attendant que l'équipement arrive. Bon, c'est très bien que tu dises oui, j'aurais dû faire ça. Et de toute manière, le contrôle, c'est pas mal passé, t'as pas eu d'amende, t'as pas eu d'infraction. Ils ont contrôlé ton Manex aussi. Ouais, contrôlé Manex. Et puis, moi, c'est ce que j'ai dit au final à la BGTA, c'est que en fait, j'étais même content qu'ils me contrôlent dès la première mission, parce que en fait, ça permet de repartir sur des très bonnes bases et de pas prendre de mauvaises habitudes, d'avoir un Manex qui convient à tout le monde, etc. Donc finalement, avec un peu de recul, c'est impressionnant sur le moment, sur l'instant présent. Et mais c'est plutôt positif. Ouais, clairement. Moi, j'ai toujours bien aimé les contrôles. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Peut-être les télépilotes qui nous regardent, qui se sont fait contrôler, ça s'est peut-être mal passé, etc. Mais moi, j'aime bien les contrôles. J'aime bien. Je trouve que tant que c'est dans une démarche, on a reçu donc, du coup, la police nationale pédagogique, comme ils disent. Voilà, dans un but de tendre vers une meilleure sécurité, tendre vers être le plus parfait possible sur sa déclaration et sur sa mission. Après, c'est impossible de tout le temps respecter parfaitement, quoi. Mais voilà, c'est bien de se faire contrôler sur le début, quoi, en plus, quoi. C'est ça. C'est, comme je disais, en termes de mauvaises habitudes, en fait, il n'y en a aucune. On sait qu'on est réglo dès la deuxième mission, du coup. Oui. Et que le Manex est correct, et tout ça. Donc, il laisse une période de modification, d'amélioration du Manex et tout ça. Donc c'est du travail supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Tu as reçu les notifications sur Météor. Ouais, c'est ça, voilà. Les notifications sur Météor, et ça permet en fait de voir ce qui va pas, quoi, en fait, simplement. Même si on fait le vol, pour nous, si on le prépare de notre manière, où tout est pensé, tout est sécurisé, tout ça, en fait, on se rend compte que pas toujours. Donc, Du coup, depuis, tu as fait d'autres missions, parce que là, pour le coup, c'était une inspection. Tout à l'heure, tu as parlé de blanchiment de serre, tu as parlé de missions avec de la pulvérisation sur des toitures, sur l'inspection de panneaux solaires. Comment tu te sens après, justement, entre ta première mission et là, tout ce que tu as fait depuis, comment tu te sens? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Qu'est-ce que tu as aussi peut-être apprécié que tu ne pensais pas apprécier? Voilà, c'est quoi? Comment tu te sens? Clairement, beaucoup mieux. C'est clair qu'avec au fil des missions et de l'expérience, on se sent plus serein. On doit s'adapter aussi très vite au terrain où on décolle, où on a notre mission. Chaque terrain est différent, avec des réglementations différentes, avec des obstacles différents, des lignes électriques, etc. Donc il faut avoir un gros sens de l'adaptation. Voilà, et donc après, typiquement, sur une mission de nettoyage de serre, il a fallu que je décolle entre la serre agricole et un câble électrique, et entre les deux, il y avait peut-être 1,50 m, 2 mètres, avec un drone qui fait 2,5 kg. Donc c'est pas un petit drone, donc il a fallu qu'on s'adapte. Comment tu as géré justement ces difficultés? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu en amont de la préparation de mission et que du coup tu avais repéré, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert en arrivant sur place? Non, c'est donc effectivement j'avais fait une étude sur Flyby du terrain et de la zone. Je savais qu'il y avait des lignes électriques sur le bord de la route principale, mais je ne pouvais pas voir qu'il y avait un câble électrique qui retournait sur le terrain vers les serres agricoles. Donc ça, je l'ai découvert en arrivant. Et voilà, c'est un peu surpris forcément, mais il a fallu qu'on s'adapte avec mon observateur pour... Du coup, c'est quoi la solution du coup que vous avez trouvée pour que ça reste sécuritaire et qu'en même temps la mission puisse être faite? En fait, la ligne électrique était un petit peu en biais. C'était pas une ligne électrique droite classique. Donc en fait, on a décollé à l'endroit où il y avait le plus d'écart entre la serre et le câble. Et ensuite, on a avancé avec le tuyau, donc en captif, on a avancé avec le tuyau sur la serre. Donc ça nous a permis d'avoir plus de sécurité en prenant moins de risques avec le câble.
Est-ce qu'il y a une partie de la serre que tu n'as pas pu faire du coup, parce que du coup le câble était vraiment très près? Non, j'ai pu tout faire. Tu as pu tout faire? Ouais, j'ai pu faire toute la serre avec 2 zones de vol différentes. Ah oui, donc du coup tu as réparti pour... pour... voilà, c'est ça. Ok, bien pensé. Voilà. Bon bah c'est pas mal. Est-ce que ça t'est arrivé souvent justement de faire la préparation, tu arrives sur place, en plus tu as un captif, c'est beaucoup plus compliqué voilà, que quand tu as un aéronef justement qui est libre. Hein. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir ça? Alors, au niveau des câbles électriques, non, ça m'est pas arrivé souvent. D'avoir des surprises. Des surprises, oui, très clairement. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir, ou alors il faut faire une visite d'avant-mission, éventuellement pour être sûr de ce qu'on a sur le terrain le jour J. Mais très clairement, il y a tout le temps des obstacles et des imprévus. Tout le temps, ouais, ça c'est quelque chose qui est généralement que voilà, vous devez connaître. Et ouais, c'est vrai que cette adaptation, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. Cette polyvalence de pouvoir se dire, bon ok, ça c'était le plan de départ, comment je m'organise pour repenser un peu autrement ce plan. Voilà, pas dans la précipitation, pas dans vraiment la recherche de la sécurité parfaite, de se dire, si je reste là, forcément, ça va me plomber ma mission et c'est dangereux, quoi. La première chose à faire, de toute façon, c'est la sécurité des gens et du drone. Parce que sur des gros drones comme ça qui commencent à peser un peu, forcément. Voilà, ça devient tout de suite plus dangereux. Donc très clairement, la première chose, c'est la sécurité. Est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là? Si elle est là, oui, tout va bien, on y va. Si elle n'est pas là, on annule la mission. On annule la mission, ou on change de zone de décollage, ou voilà, on s'adapte différemment, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce qui est agriculture? C'était parce que c'est ce côté technologique qui t'a plu, ouais. Ou vraiment t'as regardé, t'as fait ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, ou la passion est venue en faisant? Alors clairement, ouais, la passion est venue en découvrant en fait dans cette activité-là, dans ce domaine-là. Pour moi, l'agriculture, c'est tracteur. C'est pas drone. Ouais. Donc en découvrant un peu tout ce monde-là du drone agricole, c'est clair que c'est absolument incroyable en fait en termes d'évolution technologique. Et je pense qu'on est clairement qu'au début de cette transition-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit en Australie par exemple, ouais. Tu as un terrain agricole immense, tu as 3 T40 qui tournent en même temps comme ça là sur des énormes drones en plus de ça, c'est vraiment pour en avoir piloté, c'est comme si tu passes d'une voiturette à un tracteur, hein, voilà, ou un camion, hein, un poids lourd. Tout à fait. Ouais. C'est impressionnant. Mais ouais, je pense que alors ça du coup c'est intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on a dans la philosophie, c'est il y a les gens dans l'esprit général, surtout en ce moment, drone c'est beaucoup guerre, c'est beaucoup non-respect de la vie privée, atteinte, etc. Ouais. On a fait beaucoup d'interventions justement sur ce genre de choses. Et ce que je trouve intéressant, surtout dans la manière que tu as voulu te développer, c'est sur les innovations intéressantes qui donnent un plus. Ouais. Ouais, en fait, le drone, il remplacera jamais l'humain. En fait, hein. Par contre, c'est un sacré outil, un sacré assistant pour effectuer des tâches compliquées ou dangereuses. Il faut clairement en fait s'en servir pour gagner du temps, avoir moins de risques et en plus de ça, économiser un peu d'argent parce que ça va tellement plus vite qu'à la main. Donc, en fait, moi personnellement, je n'y vois que des avantages. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment en Europe, en France. Je crois qu'il y a une étude en Suisse sur l'utilisation justement des drones d'épandage sur des restanques avec des vignes, voilà, sur des vignes. Effectivement, c'est un gain d'eau, c'est un gain de temps, c'est un gain de produit, ouais. Et toute l'analyse qu'il y a derrière aussi, parce qu'il n'y a pas le côté épandage, il y a le côté analyse pour le coup agriculture. Bon, alors là, on rentre vraiment dans le côté agriculture et plus le côté vraiment pulvérisation. Mais est-ce que c'est quelque chose vers toi, tu as envie de tendre vers ça aussi, ce côté agriculture? Ah ouais, clairement. Ouais, vraiment. Clairement, le monde agricole a, je pense, besoin du drone et de gagner aussi du temps, parce qu'on sait que c'est des métiers très compliqués hein, en termes de vie de famille, physique et tout ça. Clairement, le drone peut vraiment, je pense, faciliter la vie de ces exploitants agricoles. C'est un véritable atout, hein, tout simplement. C'est clair qu'au lieu de passer 1 semaine et demie dans son tracteur pour épandre dans un champ, le drone, lui, peut le faire en 1 jour ou 2 jours.
forcément, il y a du gain de temps énorme, quoi. Là, on commence à en avoir des agriculteurs qui viennent pour se former, parce que justement, il y a ce côté nouvelle technologie qui arrive, en retard par rapport aux autres pays, parce qu'on parlait de l'Australie, mais la Chine, les États-Unis, ils sont passés à ça direct. Voilà, ils ont sauté le pas immédiatement. Et pour eux, je pense une bonne raison aussi, quand on voit toutes les études aussi qu'ils font dans leur pays et l'impact que ça a et le temps qu'ils l'utilisent, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir comment ça peut faciliter la vie en tout cas de certains agriculteurs. Au niveau de l'environnement, ne serait-ce que l'essence ou le diesel qu'on met dans le tracteur et qui sort par le pot d'échappement dans les champs, ne serait-ce que ça par rapport au drone, environnementalement parlant, c'est quand même assez... Souvent les machines qui sont utilisées, on en avait discuté justement avec l'un des élèves, qui vont justement faire de l'épandage, du coup qui vont... ça va arroser assez loin et pas forcément des fois là où ils veulent. Ce qui est pratique avec le drone, c'est que ça met vraiment pile au-dessus, ça arrose là et ça dépasse pas plus que ça devrait, quoi. Ça dépend vraiment en fait ce qu'il y a besoin. Parce qu'il y a des études qui peuvent être faites avec du multispectral, par exemple, en amont, avant l'épandage. C'est généralement ce qui est fait, ouais. Voilà. Et en fait, le multispectral, lui, va permettre d'analyser la culture et de voir ce qu'il y a besoin ou pas besoin. Et donc après, le drone d'épandage, lui, va s'adapter par rapport à ces analyses-là. Il va pouvoir épandre ce que la culture a vraiment besoin et pas épandre pour épandre, en fait. Qu'est-ce que tu trouves difficile aujourd'hui, en règle générale, pas que dans le côté prestation, mais dans le métier en lui-même, parce que pour le coup, tu ne fais vraiment que ça. C'est pas comme certains où ça va être adossé à un autre métier. Là, vraiment, dans la globalité, tu es télépilote. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Est-ce que dans la préparation? Est-ce que c'est dans l'administratif? Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est la recherche de clients? Qu'est-ce que tu as du mal sur quoi? Le côté administratif, clairement, au début, c'est un peu une tannée. Là pour tout le monde. Au début, je parle, après une fois qu'on l'a fait, que c'est validé et que tout est OK, qu'on est réglo, il n'y a pas de... Voilà, il faut l'actualiser, mais le plus gros du travail est fait. Donc la partie administrative, c'est lourd au début, effectivement. Après, sur ce qui est compliqué, forcément, c'est la communication. C'est un métier déjà qui est nouveau de base. Un télépilote de drone, c'est des métiers qui sont récents, très récents. Et encore plus quand on essaye d'aller dans des domaines différents tels que l'agriculture, l'inspection thermique, etc. C'est des choses que les gens en fait ne savent même pas que ça existe. Donc très clairement au début il y a un gros travail de communication, de démarchage et tout ça à faire. Et il faut forcément du temps avant que ça prenne, quoi, tout simplement. Donc tu dois te faire ta place un petit peu là-dedans. Ouais, c'est ça. Après, l'avantage, c'est que, en fait, globalement, tout... Alors, surtout dans l'agriculture, parce que c'est très nouveau, les agriculteurs sont tous très intéressés, en fait, par ces technologies-là, et c'est un super retour. Ça veut bien dire que c'est au point, en fait. C'est qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a un besoin réel. Surtout en plus, en ce moment où il y a justement beaucoup de colère chez les agriculteurs, etc. C'est vrai que la condition n'est pas facile et avoir des outils, on en reparlera dans un autre numéro avec un géomètre qui nous disait moi ça m'a changé ma vie. Avant j'allais crapahuter pour aller placer des balises par-ci, des balises par-là, des cibles, tactique. Là, maintenant, sur le drone, sur mon parasol, je prends le coca. Il disait ça pour rigoler, mais c'est la sensation qu'il a que ça m'a enlevé quand même un poids dans mon métier, dans la qualité des mesures. On a fait beaucoup de personnes aussi qui travaillent sur le milieu minier. Et c'est vrai que, tu parles des agriculteurs qui ils sont intéressés par ça. Il y a beaucoup de milieux maintenant où c'est utilisé. Et c'est ça que je trouve passionnant, moi, en tout cas, dans le drone, c'est qu'il y a une espèce de polyvalence dans plein de secteurs. J'ai rencontré des pompiers dernièrement qui, eux, pareil, sont en fait révolutionnés par le drone au niveau des incendies surtout, qui en fait permettent d'arriver tout de suite avec une caméra thermique à un point chaud à la base du feu. Éviter d'aller sur les flammes qui se propagent, où la source de chaleur n'est pas là. Ça leur permet vraiment de cibler le départ du feu, la base principale,
ils vont sur place pour l'éteindre. Et en fait, ça leur permet d'économiser un temps fou, de l'éteindre plus rapidement, physiquement, d'éviter de crapahuter en haut de la montagne, alors qu'en fait, la base est ailleurs. Donc, ils sont très contents aussi de cette évolution-là. Ouais, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui a été pour toi vraiment, lorsque tu t'es décidé à faire cette transition, ce qui t'a fait sauter le pas, vraiment? En fait, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment faire ce qui nous plaît, déjà, très clairement. Donc, c'est pas toujours évident de trouver un autre domaine, alors que le premier domaine où je suis allé, c'était ma passion et c'était là où j'avais envie de faire ma carrière. C'est pas évident de retrouver un autre domaine auquel on arrive à mettre la même passion et la même envie, la même motivation tous les jours. Donc, ce qui a vraiment sauté le pas, c'est ce besoin de créer quelque chose de nouveau, en fait. C'est vraiment ça qui m'a aidé à me lancer, qui m'a plu, c'est découvrir des choses, c'est faire découvrir aux autres aussi. C'était la curiosité voilà, qui t'a amené à vraiment sauter le pas et à changer et à te lancer dans une aventure qui est compliquée, de créer son entreprise, etc. C'est pas facile, il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à ceux qui veulent justement, pareil, qui sont dans des reconversions, que ce soit pour une maladie professionnelle ou parce qu'ils ne se plaisent pas dans leur travail? Qu'est-ce que tu as comme recommandation à leur faire qui veulent sauter le pas pour le monde du drone? Qu'est-ce que tu as comme recommandation à leur faire? Déjà, il faut être bien au courant de ce qu'est le monde réel du drone, donc, notamment ce qu'on a parlé un peu avant, au niveau administratif, au niveau adaptabilité, etc. Au niveau de ce qui se fait sur le marché aussi, comme tu disais. C'est ça, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que... il faut pas faire ça sur un coup de tête. Ouais, c'est ça, très clairement. Il faut que ce soit bien réfléchi, bien mûri, se remettre en question aussi un peu tous les jours pour savoir s'il y a vraiment ce besoin-là ou pas. C'est ça pour toi. Est-ce que c'est une envie passagère ou est-ce que c'est juste un intérêt comme ça, ou est-ce que c'est une envie derrière, une réelle motivation qui va engranger toutes les difficultés qu'il y a derrière, la création d'une entreprise, la rédaction du Manex, les premières missions, se faire un portefeuille de clients aussi qui est complexe. Donc, c'est tout ça. Et puis faire découvrir aussi ce qu'un drone est capable de faire aux gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Parce que les gens, dans leur imaginaire, un drone, ça doit être capable de faire ça, donc du coup, je vais me former pour que ça soit capable de faire ça. Et puis, je pense que pour beaucoup, un drone, ça fait de la photo et de la vidéo de paysage. Oui, ou c'est dans la guerre, ou ça prend des photos de toi, ou des choses comme ça. Ouais, voilà. La façon du oui, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens, ils ont ça en tête, ou avec les drones FPV maintenant, où on n'arrête pas de voir des vidéos sur les réseaux là, avec des drones FPV totalement illégales pour la plupart, qui sont assez frustrante pour certains pilotes pros, je pense, de voir qu'on peut publier ça sans rien. Il y a des choses qui sont très impressionnantes, il y a des choses qui sont faites dans les règles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos amateurs où on voit des crashs, on voit des choses comme ça, et c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Très clairement, ça peut faire mal. Même un petit drone, à la vitesse où ça va, ça peut faire des dégâts. Est-ce que du coup, vu que tu évolues en milieu rural, tu as déjà eu, ou pas en milieu rural d'ailleurs, des habitants, des gens qui viennent te voir, qui te posent des questions? Est-ce que c'était déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Les gens sont souvent très curieux. Un drone, c'est nouveau, c'est beau, ça vole. Donc forcément, ça intéresse un peu tout le monde. Après, très souvent, c'est de la curiosité saine et bienveillante. J'ai pas eu à ce jour-là un mec qui m'a agressé. Pour l'instant. Mais après, c'est pareil, avant la mission, il faut essayer d'aller prévenir les gens s'ils sont là. Excusez-moi. Comme toujours, le côté sécuritaire. C'est ça.
C'est clair que si on va survoler le jardin de la voisine, bon, bah, c'est clairement pas... C'est sûr que c'est en train de bronzer, quoi, survoler. Ah, voilà, oui, il y a pas de... évidemment. Après, globalement, les gens, ils regardent, ils posent des questions, et puis ça leur plaît, et puis voilà. Pour l'instant, en tout cas, j'ai la chance d'avoir eu que des bons retours. D'avoir eu que des bons retours. C'est pas le cas. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences. Nous, on a eu plein aussi. Mais plus on vole, plus après il se passe des choses, hein, forcément à ce niveau-là. Après, du moment où on est en règle, en fait, les gens peuvent rien dire. Hein. Très souvent, ils pensent que l'espace aérien au-dessus de leur terrain leur appartient, alors que pas du tout. Ça appartient. Voilà, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est l'aviation civile. L'aviation civile. Si on est correct dans nos démarches et dans c'est de leur droit de se poser des questions. Pourquoi il y a un appareil qui vole au-dessus de chez eux. Mais voilà. Donc Puis après aussi, très souvent. Les gens, quand les gens voient un drone, ils pensent qu'ils le filment machin, avec le zoom et tout, alors que très souvent on regarde l'horizon, les montagnes, la plage, etc., la mer, etc. Donc faut pas avoir aussi cette vision malsaine et un peu perverse que le drone peut avoir. La caméra peut s'orienter différemment aussi. Donc. Je pense que la paranoïa du drone, pour certains, vient aussi de l'imagerie populaire qu'on en a actuellement. Que ce soit dans les médias, que ce soit voilà, c'est l'imagerie, c'est la guerre, c'est l'espionnage, c'est les trucs comme ça. Alors il y a le côté vidéo et tout. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, un drone, c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu bizarre. Donc ça fait traiter à méfiance. Après, je pense que pour beaucoup de télépilotes, le drone, c'est aussi un moyen de s'évader un peu en regardant son écran, en voyant l'horizon et tout ça, découvrant il y a un autre angle de vue, etc. C'est pas forcément pour... On s'approche de plus en plus quand même d'un des rêves initiaux du fait de voler. Hein. Il y a eu tout le monde de l'aéronautique qui est avant nous. Nous, vraiment le métier du drone, on a hérité de tout ce monde aéronautique qui n'est pas que avec le début de l'aviation. Hein. Il y a tout le côté, bien entendu, tout le côté voyage, exploration, etc., qui a hérité aussi de tout ça. Maintenant, voilà, on est dans un monde où on a des outils technologiques qui sont impressionnants. Et c'est vrai que de plus en plus, on se rapproche avec justement les drones, les lunettes, les machins, où on peut être dedans. Presque maintenant, on peut tourner la tête pour faire tourner la tête du drone, où tu te sens dans des sensations où tu as l'impression de voler, où tu as l'impression de... C'est très immersif, en fait. C'est très immersif. Et c'est vrai que, comme tu dis, s'échapper, il y en a où ils le font volontiers pour du loisir. Et après, nous, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on préconise. Hein. Si vous regardez cette vidéo et que, par exemple, vous ne savez pas si vous voulez passer tout de suite au métier du drone, comme tu as pu le faire, nous, généralement, on dit aux élèves, ça doit venir d'une envie, mais d'une envie profonde et pas juste que ce soit parce que c'est du plaisir. Si c'est du plaisir, il y a plein de choses qui sont faites pour les loisirs. Rester en loisir, elle n'est pas dans le professionnel, qui est non seulement chronophage, mais qui aussi demande beaucoup de moyens. D'investissement financier, personnel. Exactement. Et ça, c'est une réalité aussi, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher et très souvent, le matériel, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, ça va tellement vite qu'il faut le renouveler constamment en fait. Donc financièrement, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte et ça fait vite des beaux moyens. Ah oui, ça fait ça fait des beaux moyens et s'il n'y a pas de retour derrière, forcément après ça... surtout quand on a des drones très spécifiques, alors là on va pour moi à partir du Mavic 3, Enterprise et tout ça... Ça commence à faire des beaux prix à l'achat, du 4 000 € à 3 000, 4 000, 5 000 suivant les options qu'on peut prendre, etc. Le nouveau Matrice 4, le nouveau Mavic 4 qui va sortir. Tous les drones un peu professionnels, c'est clair qu'il faut prévoir aussi ce rendement en fait. Hein, parce que dans 2 ans, il faut le changer presque. Donc, surtout maintenant avec tous les nouveaux modules C5 qui paraît extrêmement cher. Et puis DJI qui nous sort des dizaines de drones, une dizaine de drones par an, presque. Oui, c'est devenu la mode. Il n'y a pas que qui sortent des drones, hein. Il y a plein de drones qui sont intéressants. Mais c'est vrai que c'est pas la même charge de travail qu'ils ont en tout cas à ce niveau-là. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. C'était cool. Oui, c'était très intéressant, en tout cas, d'avoir ton point de vue, cette évolution que tu as eue. Est-ce que tu auras une dernière chose à dire, un dernier message à faire passer ? Non, le dernier message, c'est si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie de faire ce métier-là, foncez. Mais réfléchissez bien avant. Préparez quoi. Faut préparer un plan, se renseigner le plus possible. Que ce soit vraiment une réflexion la plus mature possible.
Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci Théo. Et puis peut-être qu'on sera amené à se revoir sur d'autres projets. Ça marche. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain numéro en tout cas de Portrait de Télépilote.